dans votre livre Cyberminimalisme, vous parlez de ce concept appliqué au monde du travail et vous écrivez: d'après une expérience menée par des chercheurs des universités de Würzburg et de Nottingham-Trent, la performance des salariés serait en moyenne supérieure de 26% quand leur téléphone se trouve dans une autre pièce. C'est considérable, alors expliquez-nous. Écoutez, oui, il s'agissait d'une étude en fait qui a été menée auprès de 95 participants de 19 à 56 ans et à qui on avait demandé de réaliser un travail de type administratif sur un temps imparti avec leur téléphone installé à 4 distances différentes. Il était soit posé sur le bureau à portée de main, soit laissé dans le sac ou dans la poche, enfermé dans un tiroir ou laissé à l'extérieur de la pièce. Et on a constaté qu'à chaque éloignement supplémentaire du téléphone, la quantité de travail réalisé dans le temps imparti augmentait. On constate le même phénomène de dispersion de l'attention que l'on peut avoir avec un ami, mais c'est ici vis-à-vis du travail. Un téléphone qui est visible ou qui est facilement attrapable, il donne envie d'être consulté ou touché comme une machine à sous. Est-ce que quelque chose est tombé ? Voilà, et on a envie d'aller voir. Donc le mieux, c'est de placer ce téléphone dans une autre pièce, sur silencieux, pour pouvoir travailler. C'est pas que je sois spécialement à la recherche de la performance au service de l'entreprise, mais simplement, même quand on a un travail personnel à réaliser, on a tout intérêt à éloigner cet objet qui nous disperse véritablement. Bien sûr, et ça c'est encore plus vrai pour les enfants et les adolescents. Quand ils font leur travail scolaire, de base, il faut éteindre le portable complètement à ce moment-là. Et l'éloigner visuellement. Complètement. Voilà, parce que sinon c'est comme des chips à l'apéro. Hein. C'est quasiment impossible. Je visualise très bien parce que j'ai adopté spontanément vos recommandations et c'est très dur de tenir. Voilà. Alors le problème, c'est qu'ensuite j'oublie où je l'ai posé, quoi. Voilà. Mais donc. Vous évoquez aussi dans votre livre l'art de la pause et vous dites: tous les jours, pensez à effectuer au moins un trajet sans smartphone et à vous ennuyer ferme au moins une fois. Le cerveau par défaut pourra rentrer en action. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le mode par défaut dont on entend beaucoup parler actuellement ? Expliquez-nous aussi ce conseil paradoxal que vous donnez, c'est lorsqu'on a le sentiment qu'on perd notre temps que finalement le cerveau en gagne. Oui, absolument. C'est vrai qu'on parle pas mal du mode par défaut en ce moment. Et le neuropsychologue Francis Eustache, il le définit comme une activité cérébrale intense et soutenue dans des régions spatialement éloignées du cerveau. En fait, c'est une sorte d'activité électrique du cerveau qui se déclenche quand nous ne faisons rien ou pas grand-chose. Et qui ne peut se déclencher que quand on ne fait rien. Exactement. Car à ce moment-là, des liens se font donc entre des zones éloignées, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à relier des faits éloignés. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des conversations. Et ce mode par défaut permet de se projeter dans le futur. On va pouvoir faire des scénarios alternatifs, imaginer des conversations futures. On va pouvoir penser tout simplement. Exactement. Peut-être que c'est la définition d'une pensée libre ou disons d'une pensée créative. Il arrive très souvent de faire à l'avance une conversation qu'on va avoir avec quelqu'un et cette conversation va être de fait meilleure quand on a eu le temps de l'anticiper. On le fait souvent le soir dans son lit en se couchant, mais on peut très bien le faire sur un trajet. Et alors en quoi justement les écrans gênent-ils ou empêchent-ils la mise en place de ce mode par défaut ? Mais parce qu'il n'y a pas d'ennui, il y a une activité qui n'est l'activité électrique du cerveau est mobilisée par une proposition commerciale incessante, permanente. Incessante, exactement. Et de ce point de vue, il y a l'étude intéressante qui a été menée par la psychologue américaine Jean Mary Twenge. Elle a essayé de décrire un peu cette nouvelle génération de jeunes Américains suite à l'arrivée du smartphone en 2007. Et elle a constaté, d'après une étude sociologique, qu'il y avait que c'était des enfants peut-être moins rebelles qu'avant.
Et je pense qu'on peut relier ça au fait que le mode par défaut permet de créer des scénarios alternatifs. Et quand vous n'arrivez plus à avoir ce temps créatif, mental, eh bien c'est difficile de se rebeller contre un ordre établi. Donc on n'est plus... D'avoir du recul, tout simplement. Oui, de l'esprit critique. Voilà. Vous dites par ailleurs dans votre livre, c'est un peu dans les derniers chapitres, vous déclarez « Nous sommes tous californiens ». Mais selon vous, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Vous prenez l'exemple d'Instagram et de ses conditions d'utilisation que personne ne lit jamais, mais que vous avez eu le courage de lire. Et, pas en entier, je vous rassure. Et vous nous expliquez qu'utiliser Instagram, c'est, je cite, fournir à Facebook son actionnaire, nos photos, nos contacts, le contenu de nos communications, notre numéro de carte bleue dès qu'un achat est fait via leur plateforme, le nom de notre opérateur mobile, l'espace de stockage encore disponible sur notre ordinateur, etc. Alors, beaucoup d'adolescents, je le vois quand je travaille avec eux, qui utilisent Instagram, n'ont pas en fait une claire conscience de ce fait, tout comme leurs parents d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, sur Instagram... Comment les blâmer de cette situation, puisque Instagram fait tout pour qu'on ignore ce détournement de données. Hein. Les utilisateurs ont l'impression d'utiliser une appli d'échange de photos, quelque chose de convivial, alors qu'en réalité, bien sûr, ce n'est pas ça l'activité d'Instagram. Hein. Son activité, c'est le forage de données. Ce sont les nouvelles mines d'aujourd'hui. On va comme ça à la pêche aux données de plus en plus profondément, de plus en plus finement dans les usages des personnes. Et ça, cette vente des données, les enfants l'ignorent tous, les ados parfois le savent, mais c'est vraiment, je pense, le point d'appui le point sur lequel il faut appuyer pour les aider à prendre du recul. Effectivement, mais est-ce que l'adolescence est un moment où cette prise de recul est possible ? C'est pour ça que j'ai tendance à favoriser cette solution de l'âge limite, de l'âge légal, puisque justement l'adolescence, c'est ce moment de la transgression, ce moment où on ne veut pas forcément écouter le conseil de l'adulte, etc. Donc bien sûr, on peut faire de la prévention, on peut faire de la formation, mais j'ai l'impression que c'est toujours un pis-aller et que derrière, les entreprises du numérique vont avoir ces armées d'ingénieurs qui vont travailler à ces mécanismes d'addiction au cœur des applis. Hein. Et puis, avec plein de techniques aussi pour nous faire cliquer sur un contrat. On ne peut pas vraiment appeler ça un contrat, mais on nous fait accepter des choses qu'en réalité on ne lit jamais. Hein. D'autant qu'il n'est pas, je fais peut-être comme ça une parenthèse, mais il n'est pas si facile de refuser ou de paramétrer. Hein, moi, après avoir lu votre livre en bon élève, je me suis dit là, non, je n'accepte pas directement, je paramètre. Et bien parfois, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à refuser l'ensemble de ce qui m'est imposé en quelque sorte. Bien sûr, mais c'est pas de votre faute. C'est que ce paramétrage possible, qui est donc maintenant imposé par le RGPD, etc., eh bien en fait, il est extrêmement long. C'est-à-dire, si on veut le faire, il faut y passer 10 minutes. Mais on n'a pas 10 minutes à passer par site pour aller accepter un contrat. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller vite ? Et moi, je suis la première à le faire. On met « j'accepte ». Parce qu'en fait, on veut se servir de ce site. Et là, c'est fou tout ce qu'on accepte. Hein. Si on prend Airbnb, par exemple, on accepte que la loi applicable en cas de litige, ce soit la loi fédérale américaine sur l'arbitrage. Mais c'est quoi cette loi ? Et en plus, c'est totalement illégal en Europe. C'est-à-dire que un site, normalement, n'a pas à refuser l'application de sa loi à son client. Donc cette clause d'arbitrage qui renvoie les litiges en Californie est illégale. Elle est nulle et non avenue. Sauf que pour pouvoir faire valoir ce droit, on aura de gros problèmes puisque ces sites californiens ne reconnaissent pas notre droit. Donc là, on est dans un vide juridique qui nous fait accepter des contrats qui n'en sont pas du point de vue du droit européen. Tout à fait. Donc il y a toute une série de problèmes juridiques en fait qui sont posés par le numérique qui s'est répandu partout dans nos vies, et on a actuellement quand même un certain nombre de juristes qui se sont rapprochés de nous, de ces collectifs ou associations qui proposent un regard critique.
vous concluez le livre en rappelant que, je vous cite, chaque donnée offerte, chaque application installée alimente le dataïsme. Et vous nous mettez en garde, en alimentant chaque jour le dataïsme de nos données personnelles, nous rendons possible le rêve de ces adeptes, créer des super-intelligences capables de prendre des décisions à notre place. Alors, quel est ce rêve ou plutôt ce cauchemar ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ou l'homme augmenté. C'est le projet fou, non seulement de sociopathes avérés comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui veut partir sur Mars et qui veut mettre la main sur l'ensemble du commerce mondial, mais c'est aussi le projet que poursuivent des milliers d'ingénieurs à travers le monde, des gens probablement très gentils dans leur vie quotidienne, passionnés d'informatique, mais qui, pour certains, travaillent tous les jours à fabriquer de nouveaux algorithmes et à nous proposer toujours plus de ce qu'on appelle les services numériques. Et ces algorithmes vont être auto-apprenants. Un algorithme auto-apprenant, c'est un algorithme qui, à partir des données qui lui sont fournies en permanence, va apprendre à prendre ses propres décisions. Ils vont servir d'outils et d'aide à la décision à partir de modèles virtuels de la réalité, etc. C'est exactement comme ça que fonctionnent beaucoup d'algorithmes performants aujourd'hui. Le problème, c'est que plus ces algorithmes deviennent performants, plus ils deviennent incontournables dans certaines situations. Et on a aujourd'hui des domaines improbables qui s'emparent de ça, comme l'agriculture, par exemple, ce qu'on appelle l'agriculture connectée, où on va aller proposer aux agriculteurs des logiciels leur permettant de décider quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut moissonner, quelle dose de pesticides. Alors, je crois que c'est déjà le cas en partie. C'est déjà pour avoir... Oui, tout à fait. Mais avec des directives qui sont parfois des directives européennes et du coup qui tiennent pas compte des particularités locales. Mais enfin moi je trouve que je fréquente des endroits où il y a de la culture comme ça intensive et c'est sidérant quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et au fur et à mesure, l'agriculteur perd son savoir-faire. Ça devient un homme machine, c'est-à-dire un homme qui ne quitte pas sa machine, son tracteur, dans lequel il y a effectivement un écran connecté qui lui dit à quel moment il doit arroser, à quel moment il doit répandre des pesticides, etc. C'est ça. Et comme un travail de bureau, il se met donc à surveiller un logiciel et à vérifier que le logiciel fonctionne bien. Alors, pour lutter contre ces phénomènes, vous suggérez des pistes d'action collective et individuelle que vous résumez ainsi. Le cyberminimalisme propose des refus et des reconquêtes. Alors, quel refus, quelle reconquête ? Il me semblait essentiel de refuser toute notation, par exemple, sur Internet. Quand on nous demande de mettre une note à quelqu'un, c'est-à-dire à un autre être humain, on peut refuser de noter. Je pense qu'il faut aussi jamais rien liker, même si c'est très difficile, puisque c'est devenu un mode d'être, un mode social. Je crois qu'on peut aussi ne pas alimenter le phénomène de note sociale en évaluant en permanence autrui. Et puis, on peut aussi renoncer à faire ses achats par Internet. On a parlé d'Amazon, qui est vraiment un site dévastateur, puisque Amazon, aujourd'hui, pour un emploi créé dans ses entrepôts, en détruit 2 chez ses concurrents. Et donc, on peut tout à fait aller dans des magasins réels, qui sont encore bien achalandés, donc il n'y a pas de problème. En particulier, aller dans sa librairie, plutôt que de commander les livres sur Amazon. Je crois qu'on peut aussi refuser toutes les cartes de fidélité dans les magasins, où on a tendance à laisser ses coordonnées et toute la trace de ce qu'on a acheté, en créant comme ça un profil de consommateur. Et puis, moi je conseille de ne publier aucune photo personnelle et surtout aucune photo d'enfant, même sur un réseau dit privé ou sécurisé. En réalité, c'est pas du tout privé ou sécurisé. C'est récupéré par l'entreprise privée qui gère ce réseau. On a l'impression de créer un groupe familial, par exemple, mais qui sait ce qu'une personne de ce groupe, à qui elle peut renvoyer cette photo, et la photo part sur le réseau. Or, nous ne sommes pas propriétaires de l'image de nos enfants, donc je crois qu'il faut renoncer à la publication de toute photo d'enfant.
Sinon, concernant l'information par Internet, je crois que là aussi, on peut essayer de réduire son usage. Moi, par exemple, j'utilise la technique de la liste. Quand j'ai des recherches à faire, je les note d'abord sur un papier. Je reporte à plus tard ma recherche. Et au moment où je fais cette recherche, en général, j'ai plus qu'à chercher la moitié des informations, puisque le reste, j'ai fini par le trouver dans d'autres sources. Alors, justement, il y a un passage dans l'article que vous avez publié pour le livre qui est sous la direction de Cédric Baghini, qui s'appelle Critique de l'école numérique, au pluriel, critique. Et dans votre article, vous proposez comment chercher, quand on fait un article, comment procéder. Je pense que ça s'adresse aussi aux lycéens. Et j'ai trouvé ça très, très simple et intéressant, c'est-à-dire d'abord commencer par chercher en nous, qu'est-ce qu'on sait. Exactement. Ensuite, se déplacer vers la bibliothèque familiale, s'il y en a une, pour voir, on a toujours des livres intéressants, voilà. Ensuite, élargir à la bibliothèque du quartier, souvent bien dotée. Et en dernier recours, aller sur Internet. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. C'est vrai, oui, que ça peut être une solution. C'est ce que j'ai appelé les 3 bibliothèques, effectivement, en nous-mêmes, les livres qu'on a à la maison, la bibliothèque municipale et en dernier recours l'Internet. Et c'est vrai que pour un journaliste ou un chercheur, on va assez rapidement avoir besoin d'Internet, mais au niveau d'une recherche lycéenne, je crois que déjà dans son cours, dans son manuel et au CDI, on a absolument tout ce qu'il faut pour faire une recherche scolaire. Donc là, il y a une certaine inconscience des enseignants, poussée par une logique du ministère, de toujours envoyer les jeunes sur Internet, alors qu'on a encore les ressources papier qui sont très riches. Et puis je pense qu'on peut voir ces recherches dans la bibliothèque familiale ou de quartier comme autant de freins à une recherche réflexe, quoi, sans penser. Donc la première étape, d'abord écrire tout ce que je sais, me semble une étape indispensable. Et puis ensuite mettre, effectivement, c'est évidemment pas du tout pareil de découvrir une information, là on n'a pas le temps de développer, mais une information sur du papier, de la lire, que sur un écran. Ouais. Tout à fait. Mais je voudrais quand même revenir à une question sur que faire, quel refus, quelle reconquête. Parce que quand j'ai écrit ce livre, je l'ai d'abord pensé comme une solution individuelle. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour nous libérer de l'emprise numérique, puisque il s'agit de tout un univers qui s'impose à nous et qui s'impose de plus en plus de démarches administratives. Aujourd'hui, on ne peut payer ses impôts uniquement par Internet. Pôle emploi, la Sécu, etc. sont numérisés. Et donc, nous avons besoin de lutte collective. Complètement. Une résidence qui soit collective pour aussi pouvoir percevoir des effets sociaux. Bien sûr, et se sentir moins seul face à cela. Et il ne s'agit pas d'avoir une espèce de démarche personnelle, individuelle, de l'ordre du développement personnel. Si avec ça servirait strictement à rien, c'est pour ça que je crois que c'est important d'aller vers des groupes qui proposent des luttes collectives. On a parlé tout à l'heure des compteurs Linky. Mais il y a aussi le groupe Écran Total qui rassemble différents professionnels qui sont impactés dans leur vie au travail par la numérisation. Technologos aussi. Exactement, qui organise des conférences, qui est très actif sur ce sujet. Après ça, je pense que vous avez raison, les deux mouvements existent, mais il ne faut pas minimiser tous les bienfaits de cette reconquête personnelle qui est faite par le fait de laisser de côté, sous ces choses assez simples que vous dites, je sors dehors, je ne prends pas systématiquement mon portable, je ne dédie pas toutes les tâches à mon portable. Moi, je l'ai fait sur moi, je l'ai testé sur moi, qui suis une grande addicte, et c'est autant d'espace de liberté. Après ça, évidemment, il y a la dimension sociale très importante. Voilà. Et je pense que les deux sont complémentaires. C'est à partir du moment où on s'est libéré d'une certaine injonction intérieure, où on a libéré ses enfants aussi, on peut aller vers des luttes collectives, elles prennent du sens, et puis on peut aller plus loin, on peut essayer de pousser, par exemple, pour un droit à la non-connexion. Complètement. Ça qui me paraît très important et qui va au-delà du droit à la déconnexion, qui a été adopté pour les entreprises en 2017, mais qui ne change pas grand-chose concrètement. Le droit à la non-connexion, c'est le droit pour chacun de rester un citoyen sans forcément passer par un ordinateur et par Internet.
Je vous remercie Karine Movilly pour cet entretien très, très riche. Et puis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez.